il y avait d'autres choses qui étaient se donner la possibilité, grâce à la caméra et au fait que quelqu'un de l'extérieur vienne s'intéresser à eux et qu'en plus, éventuellement, ça produise des images qui se diffusent ensuite et qui soient vues par un public autre, qui n'est pas un public pénitentiaire ou de professionnels ou je ne sais quoi, etc. Je pense pour une partie d'entre eux, c'était donc d'une certaine manière se réapproprier leur image, le droit à leur image, à exister, au fond, à exister sans honte, à s'assumer tels qu'ils sont, à être ceux qu'ils sont au dehors de l'acte délictueux. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 21, Making of. Je m'appelle Anaïs Bajeux, je suis cadreuse, monteuse et réalisatrice. À l'embouchure des films alimentaires et de ceux qui me font vibrer, à l'estuaire de l'autoproduction et de la diffusion télé. Aujourd'hui, je vous propose le film Des Hommes, réalisé par Alice Audio et Jean-Robert Vialet. Préparant de mon côté un documentaire sur le milieu carcéral, je souhaitais rencontrer ce duo depuis quelques années. Et le hasard des rencontres a mis sur ma route un ami qui les connaissait. Ce documentaire est une immersion dans la prison des Baumettes de Marseille, qui est considérée comme l'une des prisons les plus insalubres de France. Ce film dure 90 minutes et a été produit par Unité. Il a été pensé pour une diffusion en salle de cinéma et il est sorti en février 2020. Cet entretien a été enregistré en automne 2023 à Marseille. J'ai rentré après ça? Oui. Quand? 2015, quand 2017, 2014 et 2014-2015, après je suis rentré en 2015, 4 fois. Bon courage. Vous m'avez parlé un petit peu brièvement de votre maman là. Je me suis dit, comme avant elle travaillait dans la police et tout, je me suis dit je vais faire un gros boxon en volant des trucs, comme ça au moins elle va attendre parler de moi et elle sera bien obligée de reprendre contact à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'elle a fait quoi. Vous êtes une personne vulnérable. Vous êtes fragile. On s'en prend facilement à vous. Enfin bon, vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus, hein. Non, après j'ai Sinon, pas vous dit seriez ça. pas là. Ouais. La dernière fois que j'ai vidé la douche, je tape, y'a pas un morceau qui tombe en bas au rez-de-chaussée, un morceau de pierre. Elle est en train de s'effriter la prison. Et qu'est-ce qu'il y a mon pote? Moi je vendais du shit, fais où je suis? Retour vers le passé, ça n'existe pas. Non, vous pouvez plus changer ce qui s'est fait. Eh oui. Les gens, ils me mettent des coups de couteau. Je dis rien, ils me font ça. Je dis rien, c'est quoi ça? La privation de liberté, monsieur Fernandez, ça veut dire quoi à votre avis? On m'a coupé de tout, pour moi c'est trop compliqué ici. Moi sincèrement c'est trop compliqué. Est-ce que tu peux me dire comment est née l'idée du film Des Hommes ? Des Hommes, ce film-là, il démarre au départ d'une idée qu'on a avec Alice, à la suite d'un tournage qu'on vient de faire. On vient de faire un film avec Alice sur une femme, sur son parcours. Il se trouve que cette femme est passée pendant 2 ans aux Baumettes en préventive. Et elle nous a beaucoup parlé de la prison des Baumettes. Par ailleurs, c'est l'époque où on arrive, chacun de notre côté, Alice et moi-même, à Marseille. À mon arrivée à Marseille, je me suis rendue au tribunal judiciaire de Marseille. Et là, le président de l'époque me dit de descendre dans les geôles pour observer un petit peu ce qui s'y passait et comprendre un petit peu dans quelle ville je vivais. Et je suis restée un petit moment à observer des contrôleurs judiciaires en fait, qui faisaient les enquêtes sociales juste avant les comparutions immédiates. Et là, c'était vraiment un poste d'observation de la ville hyper intéressant, d'hommes qui vivent un peu à la périphérie des regards, dans des quartiers qui sont éloignés du centre-ville, où il n'y a pas un réseau de transport suffisamment développé pour sortir en fait de ces quartiers-là et pour qu'il y ait une autre économie qui s'installe, une économie légale qui puisse faire vivre ces quartiers-là correctement. Et assez rapidement, en fait, j'ai envie de savoir où ils vont après, une fois qu'ils sont jugés. On les juge en moyenne en 29 minutes. Et de là, ils vont partir pour des mois ou des années de prison. En tout cas, ils viennent. Et moi, j'avais envie de voir là où ils atterrissaient.
On a dû commencer à demander les autorisations de tournage en 2013 à la pénitentiaire, qui au début nous dit qu'on ira peut-être dans une prison, mais tout sauf les Baumettes. On parlait des Baumettes, comme cette espèce de lieu mythique qui est aussi mythique que le stade de Marseille ou que je sais pas, l'église de la Major ou l'église de Notre-Dame. Et donc voilà, donc tout ça fait un chemin dans nos têtes et puis on se dit il faut qu'on arrive à rentrer dans cette prison. Ce serait extraordinaire de pouvoir faire un film de prison, un film de genre, ici à Marseille, dans cette ville où on vient fraîchement de s'installer. Je pense qu'il y a une envie de m'intéresser aux hommes qui vivent dans l'ombre, en fait, qui vivent à l'abri des regards. Je dis des hommes parce que c'est souvent des hommes, en fait. C'est moins souvent des femmes. Les femmes comptent pour 4% de la population carcérale. C'est une envie d'observer les failles sociales, en fait. Les points d'inégalité de ma société, je pense que c'est vraiment en prison qu'on les voit, qu'on se rend compte des abandons, de l'école qui n'a pas marché, du travail qui n'arrivera pas et de gens qui vivent repliés autour de ces quartiers, en fait, dont on sort difficilement. Je pense que ça part de l'envie de m'observer moi aussi, de voir ce à quoi j'ai échappé, certainement, dû à ma condition sociale. Moi, j'irai pas en prison, a priori. Donc voilà, donc ça commence comme ça. Et puis, là, on réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme film sur les Baumettes ? Et très vite, on se dit, si on arrive à rentrer, ce qui serait formidable, c'est réussir à faire un film de cinéma, pas un film de télé, un film purement d'observation, purement de séquences, sans interview, sans voix off, sans rien qui ressemble à des choses qu'on a déjà fait avec Alice, ensemble ou séparément. Voilà, donc c'est comme ça que naît l'idée du film des hommes. En l'occurrence, pour toi, c'est la première fois qu'il y aurait une diffusion vraiment pensée cinéma ? C'est la première fois que je me dis, et qu'on se dit d'ailleurs au bistrot un soir avec Alice, qu'on se dit, tiens, et si on faisait ce film-là pour le cinéma, si on allait chercher des financements du cinéma, si on essayait d'aller avec cette histoire à l'avance sur recette, etc., du CNC, ouais, c'est la première fois. Et donc effectivement, c'est ce qui va se passer. Le film va trouver un financement par la filière du financement cinéma, et puis il va avoir une petite carrière au cinéma ensuite. Qu'est-ce que ça change de changer de type de financement ? Si vous avez jusqu'à présent l'habitude de penser à des circuits télé, aujourd'hui c'est du cinéma, est-ce que ça change quelque chose ? Ça change à la fois tout et rien. Pour moi, on est dans le cas d'un financement télé, dans le cas d'un financement cinéma. Je veux dire, il s'agit de raconter des histoires, il s'agit de faire un film documentaire. Le documentaire, on sait bien tous qu'il est difficile à définir, c'est de multiples langages possibles, c'est de multiples approches possibles. On peut raconter des histoires de plein de manières. Voilà. Mais ce qui différencie vraiment un financement cinéma et un financement télé, c'est que c'est pas du tout les mêmes interlocuteurs, premièrement. Donc c'est pas les mêmes guichets de financement, ça reste du financement essentiellement public, pour ce qui est du documentaire en tout cas, et pour ce qui est aussi des films de fiction d'auteur, c'est essentiellement du financement public par le biais du CNC. À l'écriture, il faut effectivement essayer d'avoir une approche qui soit une approche... il faut réussir à justifier dans son écriture que c'est un film qui, entre guillemets, c'est comme ça en tout cas que les professionnels et que les financeurs le voient, les commissions de professionnels le voient, il faut justifier que ce film mérite le cinéma et mérite le grand écran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mériter le grand écran ? Qu'est-ce que ça veut dire mériter le cinéma ? Ça veut dire qu'il faut que le film, dans la proposition formelle qu'on fait à l'écrit, pour chercher l'argent, il faut qu'il soit justifié l'idée que la proposition artistique, qu'elle est suffisamment puissante pour aller en salle. Voilà. Donc en télé, on a d'autres questions qui se posent. On sait qu'on va atteindre en documentaire un beaucoup plus large public, beaucoup plus grand. Donc les questions qui nous sont posées, qui nous sont posées par les diffuseurs, c'est comment tu réussis à emmener le public dans ton histoire. Voilà. Au cinéma, c'est pas tellement ces questions-là qui se posent. Les gens qui vont au cinéma, ils font la démarche de s'acheter un ticket, d'aller rentrer dans une salle, et ils sont prêts, entre guillemets, au départ, à accepter un film tel qu'il vient. Et donc c'est pas du tout le même rapport, même surtout d'ailleurs au départ, à l'entrée dans le film. C'est pas du tout le même rapport au film que quelqu'un qui allume une télévision ou qui va surfer sur le web ou sur Arte TV ou sur une plateforme et qui va se chercher un film en se levant pour aller chercher une canette de coca, en ayant les enfants qui pleurent dans la chambre d'à côté, etc. C'était pas la même approche au départ. Après, à la fin de l'histoire, pour moi, dans tous les cas, on se place dans une tentative de langage documentaire qui est valable et qui mérite d'exister dans les deux cas. En fait, ce que nous permet le cinéma, je trouve, c'est de déjouer les stéréotypes sociaux.
j'ai pas de problème à filmer, par exemple, beaucoup de gens qui sont essentiellement d'origine immigrée dans une prison. Je sais que la télévision nous aurait demandé de chercher un blanc pour qu'on... Mais en fait, la réalité sociale d'une prison, c'est qu'en fait, c'est plein de gens qui sont issus des quartiers les plus défavorisés de la ville, et que dans ces quartiers les plus défavorisés de la ville vivent reclus les populations d'origine immigrée, et qu'il n'y a aucune mixité sociale dans ces quartiers, et il n'y a aucune mixité sociale en prison. Et j'avais pas du tout envie de faire de l'angélisme ou d'être démago par rapport à ça. On nous a reproché aussi de ne pas avoir filmé la belle bibliothèque des Baumettes. Mais il n'y a personne dans cette bibliothèque, parce que les gens ne savent pas lire. Enfin, il faut être très clair, hein. Ils savent déchiffrer, ils savent lire, écrire, la base, mais le rapport à la lecture, c'est complexe d'avoir ça. Et c'est vraiment dommage d'ailleurs que l'école ne nous amène pas tous à ça. Mais là, je crois qu'on est vraiment en train d'observer notre société dans tout ce qu'elle a de plus inégalitaire. Donc non, on n'avait pas envie de le faire finalement pour la télévision et d'expliquer et de devoir expliquer. Je crois qu'on n'avait surtout plus du tout envie de coller une voix off à la fin du montage et de faire un film explicatif. À quoi ressemble la phase d'écriture justement d'un documentaire qui est clairement de l'observation ? Toute la phase avant tournage, en fait, elle ressemble à quoi ? On sait dès le départ, en se disant qu'on va aller tourner aux Baumettes, qu'on va faire un film d'immersion aux Baumettes, on sait que l'essentiel du film, enfin tout le film, sera construit sur des séquences de vie à l'intérieur de la prison. Dès le départ, on s'est dit qu'il n'y aurait pas d'interview, pas d'interaction avec les personnages de notre part, pas de voix off, etc. S'il faut aller chercher dans l'histoire du documentaire, on va dire quelque chose qui va se rapprocher du travail à notre façon, mais et sans doute moins bien, parce que de grands maîtres, de ceux qui nous ont appris à aimer le cinéma documentaire, je sais pas, les Depardon, les Wiseman, les gens comme ça. Pour l'écriture d'un film comme ça, il n'y a pas 36 méthodes. Il faut déjà avoir s'être documenté un peu sérieusement sur la question de l'enfermement, sur la prison, sur le monde carcéral, sur la justice, sur ces questions-là. On n'arrive pas comme ça dans un documentaire, la fleur au fusil, en se disant « ouais, je vais faire un film sur telle histoire, tel sujet, dans tel milieu », sans rien connaître au milieu, ça n'a aucun sens. Parce que de toute façon, vous avez des interlocuteurs, même pour convaincre, de rentrer à l'intérieur d'une prison, vous allez avoir affaire au ministère de la Justice, vous allez avoir affaire à la direction de la pénitentiaire, etc. Et ces gens-là, il faut bien que, quand vous les rencontrez, pour les convaincre de vous laisser rentrer à l'intérieur de leur prison, il faut bien qu'ils se voient que vous n'êtes pas non plus, vous n'arrivez pas de nulle part complètement. La deuxième chose, pour l'écriture et pour que l'écriture d'un film comme ça, d'immersion, soit vraiment efficace, j'en connais qu'une. Une seule, c'est très simple. Ça s'appelle l'observation, c'est le terrain. Il y a de gros risques à écrire un film sur la prison sans y être allé en observation. Je veux dire, à tous les coups quasiment, on a un dossier qui est complètement à distance, qui n'est pas convaincant. Comment t'écris en amont ? Parce que t'as observé. Mais alors du coup, t'écris quoi ? T'écris ce que t'as observé. Un tel, potentiellement, peut faire ça, ou... et quand tu dis j'écris, c'est genre quoi, 20 pages, 40 pages, comme ce que pourrait demander Arte ? Ouais. Et tu te fais un séquencier en disant... Un séquencier avec des... Là, en l'occurrence, on a fait des continuités dialoguées, c'est-à-dire une vraie scène que tu vois. On a noté plein de choses, des dialogues entre détenus, des dialogues entre détenus et surveillants et personnel pénitentiaire. Et c'est à partir de ça, simplement, qu'on a écrit le projet. Et c'est pour ça que le projet à l'écriture, il était convaincant. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans le scénario, les dialogues qu'il y avait dans le scénario, c'est pas les dialogues qu'il y a dans le film, puisque c'est d'autres personnages et d'autres situations. Parce qu'on a filmé beaucoup plus tard, bien après avoir écrit. Mais ce qu'on avait observé, c'est symptomatique de ce qui se passe en prison, c'est des histoires qui se répètent à l'infini. Le film allait être la même chose avec d'autres personnages. Et dans le séquencier, on s'efforce d'y trouver une chute. En gros, un film, il se compose de séquences de 4 à 5 minutes, 6 minutes. Il y en a 10 ou 20. Le séquencier, il sert à ça, en fait. Et à déterminer où tu le filmes, dans quels instants. Et puis, du coup, à te dire, tiens, j'aurais besoin de telle situation de tournage. Et puis, là, j'aurais besoin de silence. Dans ton séquencier aussi, il faut intégrer ces instants-là pour avoir un film un peu équilibré, quoi. Combien de
de temps il a duré ton repérage ? Ça dépend de ce qu'on entend par repérage. La prise de contact avec la pénitentiaire, convaincre la pénitentiaire, enchaîner les multiples rendez-vous avec le ministère, la direction régionale de la pénitentiaire, la directrice de la prison, etc. Ça a pris déjà presque plus d'1 an, je pense. Voilà. Et c'est assez chronophage, hein. C'est plein de démarches administratives, parce qu'au départ, quand on est arrivé par exemple au ministère à Paris, en disant on veut faire un film sur les baumettes, la première chose qu'on nous a dit, c'est alors demandez-nous tout, sauf les baumettes. Et nous, on leur a dit, évidemment, on leur a répondu, mais écoutez, c'est justement parce que vous nous dites ça qu'on veut rentrer en baumettes. Pas pour faire un film racoleur, comme ça, etc. Justement parce qu'on veut observer ce système, on veut observer cette prison-là, et montrez-vous tel que vous êtes. Alors cette observation, j'ai passé 2 ans à faire en sorte que ce soit aux baumettes, effectivement. On ne voulait pas me laisser aller aux baumettes, parce que c'est une des prisons les plus indignes de France, des plus anciennes, des plus sales. Ils ne voulaient pas qu'on voit ça, ils ne voulaient pas qu'on filme ça. Et puis finalement, c'est la directrice des baumettes de l'époque qui a vraiment tenu à ce que notre caméra rentre à l'intérieur, pour montrer aux juges ce dans quoi ils enferment les hommes, en fait. Et rappeler sans doute à toute la chaîne pénale ce qui se passe là, derrière les murs. Et voilà, elle nous a laissé observer avec la plus grande liberté. Ensuite, le repérage à l'intérieur, vraiment la période où on observe dedans, où on est à l'intérieur de la prison avec Alice, comme ça, observer plein de scènes, etc., pour essayer de comprendre le film qu'on veut faire. Parce que c'est ça, hein, le repérage. Quand on commence à faire du terrain, ça ne sert pas seulement à écrire, ou ça ne sert pas seulement à se dire oh, je vais filmer exactement ça, etc. Ça permet d'absorber, surtout pour les films d'immersion, ça permet de rentrer dans le système, de le sentir, de mieux le comprendre, etc. Et ça permet de définir, petit à petit, grâce au repérage et grâce au terrain, de définir le film à venir, le film qu'on veut faire. C'est ça qui permet de faire des choix d'une certaine manière, parce qu'avant, c'est abstrait, la prison. Aucun d'entre nous, documentaristes, n'est passé par la case prison, donc on ne la connaît pas, la prison. On n'est pas d'anciens détenus qui avons envie d'écrire quelque chose ou de faire quelque chose sur la prison. Donc on est sans expérience au départ. Et ça a été l'expérience immersive la plus marquante sans doute que j'ai eu à faire, parce que là l'immersion elle est totale. On reste pendant 8 heures au même endroit, on est absorbé par cette matrice qui est la prison, on laisse notre téléphone portable et on est vraiment plongé dans un monde. Ça a duré 1 mois et demi. L'ensemble ensuite du processus va encore prendre presque plus d'1 an avant de rentrer dedans avec une caméra pour pouvoir commencer à tourner les images. Donc, ça veut dire que si tout mis bout à bout, la phase de recherche, de convaincre la pénitentiaire, le lieu pour pouvoir rentrer, la phase de repérage, d'écriture, de financement, etc., va prendre à peu près 2 ans et demi. Le tournage, après, lui, sera beaucoup plus court. Hein. Ça s'étale sur 3 périodes, il me semble, si je me souviens bien, mais on tourne dedans un peu plus de 3 semaines, en tout. Je reviens juste sur ce que tu disais, à savoir le temps déjà pour convaincre la pénitentiaire. Ça fait effet miroir à mon expérience à moi, où je me dis, pour entrer dans la prison de Valence, ça a été hyper simple. Alors, c'est peut-être pas la même réputation, effectivement, et pas le même sujet non plus, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai juste bêtement envoyé un email au directeur de la pénitentiaire qui m'a dit tant que t'es là juste en observatrice, pas de problème, welcome. Et par contre, évidemment, t'auras pas le droit d'enregistrer quoi que ce soit, ni en image ni en son, tant que t'as pas la validation plus en amont de la hiérarchie. Et que pour moi, en tout cas, il fallait que j'ai signature avec une chaîne de télé pour avoir le droit d'initier quoi que ce soit. Toi, la raison pour laquelle ça a été si long, c'est parce que c'est les baumettes ou... C'est 2 choses. Je sais pas, dans ton cas à toi, si c'était un projet de film d'atelier. Je l'ai lu ton projet, donc. Ouais, c'est de la médiation en fait. C'est parce que c'était de la médiation, mais c'était des extérieurs, des intervenants extérieurs qui venaient associatifs, qui venaient de travailler en prison. C'est ça. Voilà. La grosse différence, effectivement, par rapport à l'administration pénitentiaire, 2 différences. Nous, notre problématique, pour convaincre l'institution pénitentiaire, était la suivante. Première chose, on ne passait pas par un film, ce que j'appelle un film d'atelier. Il y a toute une cinématographie sur la prison en documentaire, dans l'histoire du documentaire français ou étranger, international.
très intéressants d'ailleurs, qui passent par les ateliers. Je pense par exemple à un film que j'adore sur la prison, qui est un film d'Eliane Delatour, une anthropologue française extraordinaire et cinéaste, anthropologue et cinéaste, qui a fait un film qui s'appelle Si bleu, si calme, chronique de l'enfermement, qui est un film qui a tourné sans doute dans les début des années 90 peut-être, dans la prison de la Santé, avec des détenus, mais le film c'est le résultat des mois et des mois de travail, des années, une année entière ou peut-être même plusieurs années de travail avec des détenus sur la question de l'enfermement d'atelier. C'est cet anthropologue qui vient travailler avec les détenus sur la question de l'enfermement. Ils en tirent un film à la fin. Je pense à d'autres choses, lieux fictifs à Marseille, au Baumette par exemple, qui depuis très longtemps font des cours de cinéma au Baumette, qui permettent à quelques détenus comme ça de se former et de faire autre chose que d'être enfermés dans des cellules, donc c'est vachement bien ce qu'ils font. Ils ont tiré 2 films au moins de cette expérience-là, donc un film qui s'appelle 9 mètres carrés, qui est tourné par les détenus eux-mêmes, où ils fictionnent leur propre vie, les détenus dans leurs cellules, etc. Il y a eu un film il n'y a pas très longtemps, dans la prison de... je sais plus, à Nîmes, etc., où il y a un chorégraphe, Préjoclave, qui est venu travailler avec les détenus. Dans la prison des femmes, ouais. Dans la prison des femmes, ça a donné un film. Donc ça, c'est le moyen, on va dire, le plus simple, entre guillemets, d'entrer dans le système pénitentiaire pour pouvoir faire un documentaire. Nous, ce qu'on demandait, c'est, d'une part, on demandait les baumettes, ce qui était compliqué parce que les baumettes venaient d'être décriées par le contrôleur des libertés, en disant que les conditions de détention au Baumette étaient inhumaines. Ça, c'était en 2012. Nous, on débarque pour les contacts avec la pénitentiaire en 2013 ou 2014, 2 ans après, quoi, on va dire. Donc c'est encore dans les tuyaux, les Baumettes n'ont pas changé. Le ministère n'a pas très envie de montrer les Baumettes. C'est une prison qui est vraiment en mauvais état et complètement surpeuplée. Et la deuxième chose, c'est que nous, on dit... Nous ne souhaitons pas faire un film d'atelier. Ce que nous voulons filmer, nous, justement, c'est on veut faire une immersion à l'intérieur du bâtiment où vivent les détenus, c'est-à-dire dans les couloirs où il y a leurs cellules, etc. Et on ne veut pas passer par un film d'atelier, par une asso externe qui fait quelque chose, un projet constructif, vachement intéressant, etc. On veut filmer la réalité brute et nue de la prison. On veut pouvoir circuler librement pour pouvoir tourner sans aucune médiation entre la caméra et les détenus, quoi, on va dire. Et même le personnel pénitentiaire. Donc ça change tout. Le cadre, il est beaucoup plus compliqué pour la pénitentiaire, mais c'est difficile de savoir ce que va donner le film et de quoi il va parler. Cette exigence, nous, qu'on s'était posée avec Alice, faisait que, dès le départ, c'était pas évident, ça a pris du temps, quoi. Je comprends. Là, du coup, on a évoqué le fait que vous avez déjà été en observation, ça a pu permettre de commencer à écrire. Comment s'est passée la rencontre avec un producteur ? Comment s'est passée la relation avec le producteur, le système de financement, pour ensuite vraiment commencer à aboutir sur un premier tournage ? Alors, la question de la production, effectivement, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement complexe quand on démarre dans le métier de documentariste. On n'était pas tout à fait dans le même cas avec Alice, parce qu'on a un peu plus de films et de temps passé dans ce métier-là derrière nous. Donc, quand on s'est dit avec Alice, tiens, on va faire ce film-là, on va pas le faire pour la télé, on va essayer de le faire pour le cinéma, et on va essayer de trouver le financement par le biais de la filière cinéma. À ce moment-là, moi j'avais dans mes contacts proches un producteur que je connaissais bien, qui s'appelle Bruno Naon, d'une production qui s'appelle Unité, avec qui j'avais travaillé déjà avant sur des documentaires à l'époque où lui il était producteur de documentaires de télévision dans une autre société de production. J'avais fait mon premier film avec lui, mon premier film de réalisateur avec lui. C'était son premier film de producteur, donc on avait une histoire commune depuis longtemps. On s'était quittés un peu pendant pas mal d'années. Ça faisait pas mal d'années qu'on n'avait pas refait de film ensemble. Et lui, il était passé vraiment en production de cinéma, en tant que producteur. Et donc, j'ai proposé à Alice qu'on aille le voir lui, Bruno, en se disant, à Alice, moi je le connais, c'est un type à qui je fais confiance, j'aime bien ce producteur. Il a fait un parcours de producteur formidable depuis 20 ans quand on a travaillé ensemble. Il fait essentiellement de la fiction, etc. Mais peut-être que si on vient le voir avec un documentaire, ça va lui donner envie de refaire du documentaire, parce que des documentaires, il en a produit plein à l'époque où il était producteur en télévision. Et effectivement, quand je suis allé voir Bruno et qu'on est allé lui raconter notre projet avec Alice, il a été hyper enthousiaste en disant « Oh, je suis trop content de refaire du documentaire et on va essayer de l'amener au cinéma. » Alors, il y a un truc qui nous a servi quand même, je pense, déjà pour l'obtention de l'autorisation de tournage, c'est qu'on a eu le prix Albert Londres chacun, Jean-Robert et moi, pour 2 films différents. Et ça facilite un tout petit peu les choses. On est quand même plus écouté par un producteur de cinéma. C'est pas ça qui va faire un film, mais on a un accès.
On a un accès qui a été long à obtenir, qui est difficile, qui est rare. Mais c'est pas parce qu'on a un accès que ça va faire un bon film, et c'est pas pour ça, je pense, qu'ils nous le confient. Jean-Robert et Bruno Naon se connaissaient. Lui, il nous amène autre chose, en fait, qu'un producteur de télé. Il nous amène à nous interroger sur nos failles à nous aussi. Il nous écarte d'un film lisse, il nous écarte d'un film explicatif, il nous écarte du sujet. Et de nous faire rentrer dans des instants où, quand on filme, on se rapproche de la fiction, en fait. J'ai jamais eu ça encore. Donc c'est ça qui m'intéresse, en fait. Au moment où vous sollicitez du coup le producteur, il a quoi lui ? Il a du coup juste un dossier. Il y a, en tout cas, de raconter vos expériences d'observateur en prison, c'est ça ? Ouais, voilà. On lui parle de ça. On lui raconte la commission disciplinaire, on lui raconte les cris, la crasse, le désir aussi de ces hommes à se montrer, à se raconter. On lui raconte le personnel pénitentiaire aussi qui bosse du mieux qu'il peut. Vu leurs conditions de travail, c'est dur pour eux aussi. Comme boulot, on lui raconte les coursives, on lui raconte les chariots qui roulent, le bruit, on lui raconte les sous-sols de la prison, là où se fabrique la cantine du midi, on lui raconte les fous, on lui raconte ceux qui sont seuls, on lui raconte le bâtiment C, celui où vivent des hommes fragiles qui doivent être protégés des autres, dans lequel il n'y a aucune surveillance la nuit parce qu'il n'y a pas les moyens, et le matin ils ouvrent les portes des geôles et voilà, et c'est la surprise, quoi. Donc on lui raconte tout ça et évidemment il a envie d'y rentrer, lui aussi il a envie de voir. C'est un regard différent. Un regard exigeant, libre, on est libre. On a une exigence qui est autre. Et moi, ça m'intéresse. Ça m'amène à me souvenir d'une conversation que j'ai pu avoir, mais ça fait peut-être une différence entre le type de prison que ça représente. Tu parlais du coup de là où vous étiez, une maison d'arrêt qui est pour les peines courtes. Là où moi j'étais en maison centrale et où du coup c'est des longues peines, et où justement il y a malgré tout une question de casting à faire d'un point de vue pénitentiaire sur les gens qu'on autorise à être vus, sachant que c'est des affaires qui, par exemple, je sais pas si c'est un serial killer et que c'est une affaire médiatique, où il y a des gens en fait clairement qu'on va éviter de montrer par peur de l'impact que ça peut représenter. Mais bien sûr, mais ça se comprend totalement. Bien sûr. Il y a aussi l'autre question, par exemple à Marseille, au Baumette, qui se pose quand on filme quelqu'un, c'est les implications que ça peut avoir à l'extérieur sur sa propre vie ou sur la vie de ses proches. C'est-à-dire, éventuellement, par exemple, la mise en danger de ses proches par les réseaux de trafic de stupéfiants qui sont extrêmement violents à Marseille, on le sait. Ça, c'est une question, par contre, qui s'est toujours posée. On était d'accord avec l'institution pénitentiaire, et c'était de toute façon un principe de départ. Quand nous, on demandait de filmer quelqu'un, etc., s'il y avait un risque d'impact sur sa propre vie, ou une mise en danger de cette personne, ou une mise en danger de ses proches, etc., évidemment que là, la directrice prison nous disait, franchement, là, sur ce cas-là, si vous pouviez éviter de filmer cette personne, ce serait mieux, etc. On n'était pas dans un contrôle politique en version, il ne faut pas filmer ça. Après, nous, on s'était dit qu'il y avait des zones de la prison où on ne filmait pas. On n'a pas décidé avec Alice, dès le départ, qu'on n'allait pas aller du côté du bâtiment des délinquants sexuels. Assez vite, on va savoir, par exemple, que dans le bâtiment A, qui sont les gens qui attendent leur jugement, on ne pourra pas filmer. On va se dire que dans le quartier disciplinaire, moi, je ne me sens pas d'y aller. Je ne sais pas comment faire ça, en fait. Filmer quelqu'un qui est dans 6 mètres carrés, où là, on est dans des conditions extrêmement limites. Son humanité commence à être en jeu, en fait. C'est compliqué. A priori, je me dis que c'est compliqué d'aller voir les femmes parce que l'image sociale n'est pas la même pour des mères que pour des pères en prison, qu'il y a des enfants qui sont derrière et que pour elles, ça va être compliqué. Ça va être plus dur que pour les hommes. Elles sont plus seules, elles risquent d'autres choses. Et en tout cas, j'ai surtout pas envie d'aller voir la nurserie qu'on me proposera de visiter assez vite et ça, je refuse. On ne veut rien de spécial. Et c'est ça qu'ils avaient du mal à comprendre. On ne veut pas d'individu type, on ne veut pas de surveillant type, on veut rien de spécial. On veut juste être là, en fait, et renouer un petit peu avec ce cinéma d'observation. Du
coup, t'as trouvé ton producteur, il se débrouille pour avoir le financement, le tournage débute. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Comment toi, tu voyais les choses avant de commencer ? Comment ça s'est passé pendant ? Quelle équipe vous aviez ? Avant le tournage, on a, comme je te l'ai dit, beaucoup observé avec Alice déjà, à l'intérieur de la prison. Donc on a déjà une idée du type de scène qu'on peut faire. Ce qu'on ne sait pas, c'est exactement ce qui va se passer quand la caméra sera là, quand on sera à l'intérieur de la prison, dans les couloirs. Et au départ même, on se dit que ça va pas être simple de trouver des candidats au filmage, entre guillemets, qu'on va avoir beaucoup de refus, et qu'il va falloir jongler avec ça et essayer de trouver des personnages qui acceptent d'être filmés, malgré le fait d'être en prison, et malgré, je sais pas, l'image de soi qu'ils voudraient éviter de donner, la honte d'être là, ou je ne sais quoi. Et en fait, il se passe complètement autre chose. En quelques dizaines de minutes, car quelques heures, l'ensemble des bâtiments de la prison sont au courant qu'il n'y a pas eu d'annonce au haut-parleur, comme dans Big Brother, mais je veux dire, l'ensemble, le téléphone arabe a fonctionné, tout le monde, toute la prison s'est parlé à travers les interstices des murs, les trous qu'ils ont faits, les yo-yo, les fenêtres, etc. Tout le monde sait qu'on tourne, qu'il y a une équipe de cinéma, et là, en plus, on arrive avec, effectivement, un film de cinéma, donc dans la tête des gens, même, il y a une petite confusion. À partir du moment où vous êtes une équipe de cinéma, c'est du cinéma de fiction, etc., etc. Bon, on essaye d'expliquer à tous les gens qu'on croise dans les couloirs, et puis ceux qui nous interpellent derrière leurs portes, que c'est un documentaire pour le cinéma, etc. Il va se passer autre chose que ce qu'on avait imaginé en filmant, parce qu'on arrivait quand même sans savoir. Là, on est une petite équipe, on est 3 personnes, parce qu'on a voulu rester une petite équipe. Il y a Alice, qui va faire la tête chercheuse en permanence, parler le maximum avec les détenus qu'on croise dans les couloirs, etc., parce qu'il faut imaginer une prison. Je suis obligé de faire une petite digression, mais dans une prison, en fait, on a l'impression que les gens sont vraiment enfermés en cellules. Et c'est vrai, en maison d'arrêt comme au Baumette, les gens passent 22h30 sur 24 enfermés dans leurs cellules. Ils ont 1h30 de promenade. Mais parfois, ils circulent parce qu'ils vont chez le médecin, etc. Et comme il y a beaucoup de monde dans une prison, dans les cellules, il y a un peu de la circulation permanente dans les couloirs. C'est très très réglementé, avec des lumières rouges, des portes fermées, des grilles fermées qui s'ouvrent sur commande depuis les postes de contrôle des surveillants et tout ça. Mais bon, nous on est là, au milieu de tout ça. Je vais être sollicitée. À droite, à gauche. Parfois ça se passe en quelques secondes ou pendant de longues minutes, mais il y a des hommes qui m'interpellent en fait, qui me racontent leur vie, qui ont envie qu'on vienne pour montrer ce qu'ils cuisinent, comment ils cuisinent, parce qu'ils ont écrit un poème, parce qu'ils ont... Il peut se passer plein de choses qu'on a envie de montrer en fait. Je m'aperçois que je commence à faire une liste en fait, que je commence à tenir des comptes, parce que si je l'oublie, cet homme qui a écrit un poème et qui voulait... Voilà, ben juste on l'a filmé en train de le lire, ce poème, et je pense que ça lui a fait du bien. Et je dis ça sans condescendance aucune. C'est vraiment, il se passe peu de choses en prison. Il y a peu de regards extérieurs, on s'ennuie toute la journée. On est enfermé 22h sur 24, donc oui. Prendre quelqu'un de l'extérieur et pouvoir lui parler, je comprends qu'on ait envie de le faire. Et puis, petit à petit, s'élaborent des sortes de petits scénarios avec les hommes qui ont envie de se montrer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? À quel moment on pourrait venir vous voir en cellule ? On ne peut pas venir à n'importe quel moment, c'est une intimité, c'est comme rentrer chez quelqu'un. On peut ni tout montrer, ni arriver à n'importe quelle heure. Tout qui réfléchit. Qu'est-ce qui serait bien de voir de moi ? On élabore ça ensemble en fait. C'est aussi vraiment ma méthode, c'est de parler avec le personnage qui a accepté d'être filmé, de parler beaucoup de ce qui va se passer pour lui dans cette journée, dans ces 15 prochains jours, dans sa journée. Et parfois, ça peut être un petit truc insignifiant ou important. Et là, le personnage se dit, tiens, ce serait chouette en fait, ou ce serait signifiant de me voir en train de faire ça. C'est pas qu'on met en scène ou qu'on calcule en fait ce qu'on va faire. C'est juste arriver au moment le plus... où l'autre se sentira bien en fait, de se montrer. C'est du respect quoi, pour ce qu'il a envie de nous dire. Quand ils disent « j'ai envie de vous parler », en quoi ils pensaient que leur histoire pouvait être intéressante pour vous ? Je crois que ça se place pas exactement comme ça sur
leur histoire, etc. Je pense qu'il y a deux choses. Bon, il y avait ceux à la Marseillaise. Je vais rapper un coup, je balance ça sur YouTube, je vais faire des millions de vues. Voilà. Bon. Depuis les Baumettes, forcément, c'est tellement mythique. Okay. Il y avait ça. Bon, un peu les kékés, les flambeurs, le Marseillais type, quoi. Il y avait d'autres choses aussi, après, plus intimes, je pense chez tout le monde, hein, même chez ceux-là, qui était se donner la possibilité, grâce à la caméra et au fait que quelqu'un de l'extérieur vienne s'intéresser à eux et qu'en plus, éventuellement, ça produise des images qui se diffusent ensuite et qui soient vues par un public autre, qui n'est pas un public de pénitentiaire ou de professionnels ou je ne sais quoi, etc. Je pense, pour une partie d'entre eux, c'était donc, d'une certaine manière, se réapproprier leur image, le droit à leur image, à exister. Au fond, à exister sans honte, à s'assumer tels qu'ils sont, à être ceux qu'ils sont au dehors de l'acte délictueux. Qu'est-ce que ces gens, ils y gagnent à se montrer, à accepter d'être face à une caméra et à ce qu'une image d'eux soit en prison, soit comme ça, éventuellement portée au regard du public. Ben, ils y gagnent parce qu'ils se montrent comme ils sont vraiment, c'est-à-dire pas dans l'acte délictueux, pas juste au moment du jugement, etc. Mais ils essayent d'être eux-mêmes dans les 9 mètres carrés de leur cellule, quoi. C'est quand on commence à comprendre ça, qu'on trouve le langage et la manière de filmer. À l'image, mais aussi dans notre propre rapport, le rapport que Alice et moi-même avons, et l'ingénieur du son, avons aux détenus. On s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut complètement les laisser à leur solitude et il faut les laisser décider eux-mêmes d'être ce qu'ils veulent devant la caméra. Et donc ça a entièrement, complètement conditionné la manière de tourner. Moi, j'avais beaucoup réfléchi à la question de comment on tourne une cellule, est-ce qu'on tourne à l'épaule, est-ce qu'on tourne sur pied, enfin, des questions de réalisatrice, de réalisateur qu'on se pose techniquement. Et je m'étais dit, moi j'aimerais bien que les cadres soient très fixes, j'ai pas envie que ce soit une caméra qui bouge trop en mouvement, parce que ça peut être très vite racoleur, justement, quand tu filmes des gens dans des situations de souffrance, de misère, là comme en prison, quoi. Et donc je m'étais dit, voilà, et puis il y a les fenêtres, la cellule est petite, c'est une espèce de rectangle un peu allongé comme ça, avec au fond la grande fenêtre avec les barreaux, c'est toutes les mêmes cellules, c'est répétitif, il y a quelque chose de sériel, et il faut que je filme comme ça, donc un axe pratiquement toujours le même, dos à la porte, face à la fenêtre, les détenus en contre. On avait un échange avant avec eux vite fait, on montait dans la cellule, on demandait le numéro de la cellule et d'accéder au numéro de la cellule 432. On se retrouvait dans la cellule 432, on se redisait bonjour, alors on s'est vu ce matin, vous vouliez qu'on vienne dans la cellule filmer, etc., etc. Alice discutait avec eux, moi aussi un peu comme ça, en même temps que je posais la caméra sur pied, que l'ingénieur du son préparait son son. Ça prend, même pas 5 à 10 minutes, très rapide. Et après, moteur, silence. On disait plus rien. Pas de questions, les regards au sol, on les regarde pas forcément dans les yeux. Eux, les détenus, ils s'attendaient à des questions, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une interaction entre nous, que quelque chose se passe pour remplir le vide, quoi. Et au contraire, là, on a compris dès le début qu'il fallait créer une situation de vide. Et c'était très très malaisant d'une certaine manière, pour eux comme pour nous, au début. Mais quelques secondes, minutes passaient. Le détenu qui disait, mais je fais quoi là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je répondais, non, mais rien en fait, je veux rien que vous fassiez, c'est vous qui voyez. Je sais pas comment se passe votre vie dans cette cellule, mais de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire, etc. Et le détenu était obligé de se saisir de l'opportunité d'une certaine manière. Je sais pas s'il faut dire opportunité pour ça, mais de se saisir de la caméra et du coup de décider au fond de ce qu'il allait montrer de sa propre image. Marseille, c'est aussi un monde de mise en scène, de tchatch, où l'image de soi, elle est beaucoup moins filtrée, beaucoup moins renfermée ou problématique que dans d'autres régions. Dans le milieu carcéral, c'est pas un milieu où on a fait a priori des études qui sont très longues. Il y a certainement des lacunes grammaticales ou de vocabulaire, mais du coup, on va utiliser des métaphores que j'ai jamais entendues ailleurs pour raconter qui on est, pour dire comment on se sent. C'est des images qui sont fortes, où on se dit « Ah, mais je comprends vraiment ce que tu veux me dire, en fait ». On se met à filmer, et là, c'est incroyable, j'avais jamais vu ça. Des détenus qui, aucun regard caméra, ils voulaient qu'on le filme en train de faire une pizza. Allez, il fait sa pizza, il fait comme si on n'était pas là, un acteur. Un acteur, c'est dingue.
La lumière est belle, l'image est belle. On a des moyens cinéma aussi, du coup. Et ça se voit. On prend beaucoup de temps pour les changer, pour préparer un cadre. Ils savent qu'on n'est pas en train de mal les filmer, en fait. Et ça m'apparaît fondamental. Surtout quand on filme un milieu qui est précaire. C'est là qu'il faut surtout faire attention à l'image. Je vois pas pourquoi il faudrait filmer mal à partir du moment où on est dans des conditions difficiles. Au contraire. J'avais envie qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils se trouvent beaux. Alors, j'ai été invitée en Corée du Sud dans un festival de cinéma pour montrer ce film. Il y avait des acteurs coréens qui m'approchaient, qui me demandaient quand est-ce qu'était le prochain casting de mon prochain film. Et puis en fait, je comprends que tout le monde croit que c'est des acteurs, en fait. Et ils avaient du mal à croire qu'en France, il puisse y avoir des conditions carcérales pareilles, et puis que des hommes si beaux soient des vrais prisonniers. Donc voilà, je leur expliquais que c'était pour de vrai, tout ça. Que c'était le réel. En termes de matos, t'as souvenir avec quoi t'as tourné ? Moi, j'ai tourné avec des choses très simples. J'ai tourné avec une FS7 à l'époque, une Sony FS7. J'ai tourné quasiment l'essentiel des scènes au 35 mm. Pratiquement tous les plans au 35 mm. Quelques fois, en plus, j'ai utilisé un zoom pour faire des plus longues focales dans l'intérieur des coursives, des bâtiments, etc. pour avoir des plans un peu plus parlants avec des barreaux nets et des fonds flous, des choses comme ça. Une série de focales fixes à un moment, et puis un zoom de sécu, mais j'ai pratiquement tout tourné au 35. Et 35 mm, c'est suffisant pour une petite cellule de 9 mètres carrés ? Ouais, c'est pas mal parce que si j'avais utilisé par exemple un 28 ou un 24, ça aurait donné une impression de largeur à la cellule. Ça aurait transformé un peu la réalité. Il fallait que la cellule reste ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un espace extrêmement étroit pour une, deux ou trois personnes. Visuellement, c'est proche de ce que je voyais, c'était proche de la réalité, quoi. Moi, c'est une focale que j'aime beaucoup, de toute façon. Je pense que c'est la meilleure. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que vous ayez un ingénieur du son. En termes d'équipe, ça représentait quoi du coup ? Qui faisait quoi et... Frédéric Salle était l'ingénieur du son. Jean-Robert Vialet, mon co-réalisateur, était le chef opérateur aussi. Et puis, moi, je courais un peu partout, quoi. Ensuite, ce qui était génial, c'est qu'une fois qu'on a eu des financements, on a eu un assistant caméra qui est arrivé, Benjamin Géminel, qui a fait quelques images aussi. Et là, c'était vraiment génial parce que moi, le matos, la technique, c'est pas que ça m'intéresse pas en fait, mais c'est que j'ai vraiment pas le temps. En plus, j'ai pas envie, quoi. Là, il fallait que je traverse des kilomètres et des kilomètres de couloirs pour aller chercher un autre objectif. Je comprenais pas ce qu'il fallait que je prenne. On n'avait pas de téléphone portable pour communiquer. Donc moi, recharger des batteries, je veux bien faire tout ça, mais je n'ai pas le temps. Je n'avais pas le temps. J'ai pas le temps de décharger des cartes et franchement, j'ai pas du tout envie de le faire. Voilà, c'est pas du tout condescendant ce que je viens de dire là, c'est que juste chacun son boulot et que pour moi ça a été difficile d'être en plus assistante caméra pour la première partie du tournage où on n'avait pas encore les financements nécessaires, c'était assez éprouvant. Je veux me concentrer, me consacrer au personnage, c'est lui l'important, c'est lui qui va faire notre film en fait. Et si je manque de temps, je lui manque de respect. Si je lui manque de respect, ça sert à rien en fait. Donc, j'étais très contente qu'ensuite on soit 4. Et en même temps, ça paraît énorme, 4. Je me dis, dans une cellule de 9 mètres carrés... Ouais, on rentre pas... Non, on rentre pas tout le temps à 4. On est à 3 ce qui est déjà beaucoup. 2. Et puis, mais souvent ils sont 3. Donc je me retire assez vite de la scène, quoi. Une fois qu'elle est... qu'on s'est posé, je m'éclipse. Et j'ai des autorisations de tournage aussi à faire signer. Et ça c'est un énorme boulot. La décision pénitentiaire a voulu donner une direction au fait que les gens soient identifiables ou
pas ? Non, pas du tout. Nous, on voulait qu'il le soit. C'était une condition sine qua non. J'estime que flouter des gens, à part 1 ou 2 moments nécessaires, à part... ça m'est arrivé dans des films d'enquête, ça m'est arrivé parce qu'il fallait préserver l'anonymat, mais sinon, en fait, ça criminalise encore plus l'autre. Et alors là, la relation d'égalité se perd complètement, en fait. Dans une interaction, lorsque, par exemple, un personnel pénitentiaire peut être filmé, le détenu ne peut pas l'être, la relation est inégale. Les gens ont un visage. Voilà. Et à partir du moment où ils consentent de toute façon à visage découvert. Si ça leur pose un problème de montrer leur visage, c'est que ça leur pose un problème d'être filmés. Et ils seront reconnus. Du coup, non, c'est qu'il ne faut pas être filmé. En fait, quand on consent, on consent vraiment. Le tournage peut s'arrêter à n'importe quel moment. Bien sûr, c'est pas parce qu'on consent là maintenant qu'on consent après pour être diffusé. D'où l'importance d'être vraiment sûr, parce que sinon on va passer notre temps à filmer des gens qui ensuite ont plus envie de l'être et on va être dans la merde, quoi. En fait, ça me fait rebondir en me disant, moi, le film que je préparais en prison, le nombre de personnages maximum, c'était des gens qui participaient à la médiation. La médiation, c'est genre 4 détenus max. Et dans un tout petit espace, à savoir la cour. Donc en fait, comme ils vont interagir ensemble, s'il y en a un au bout d'un moment qui se désiste, parce que c'est pareil, c'est genre, ok, ça s'étale sur 6 semaines, bah, si tu t'engages au tout début, idéalement, tu t'engages sur tout. C'est clair. Et si en cours de route tu changes d'avis, ce que je peux aussi entendre, parce que j'ai envie de respecter ton consentement, mais ça fout en l'air. Voilà, ça me fout en l'air mon film. Carrément. Et du coup, ça me pose la question de me dire, putain merde, mais je fais comment en fait ? Donc toi, dans ce besoin que l'autre comprenne vraiment en quoi ça engage, entre la personne qui veut se montrer parce qu'il pense que c'est cool de se montrer, et ce que ça implique vraiment, est-ce que ça a vraiment un temps long, si je puis dire, pour dire, écoute, là je fais un film, mais sache que ça engage ça. Est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente ? De toute façon, je pars du principe aussi que ce qu'on fait est pas dangereux pour eux. Je veux les rendre fiers, en tout cas. Je suis sûre aussi que le montage final, c'est nous et le producteur, en fait. Il va pas y avoir une chaîne qui arrive et qui nous dit « Non, mais je veux un autre film ». Je veux un propos sur celui-ci, là, les personnages qu'on a filmés, on leur raconte ce qui va vraiment se passer, quoi. Voilà, j'ai confiance au boulot qu'on fait, j'ai confiance en nous, en fait, pour faire un film dont ils seront fiers. Donc je pense qu'ils le sentent, tout ça. D'ailleurs, j'ai eu aucun désistement. Il nous est arrivé de filmer des situations en détention, et qu'en fait, après, on se ravise à la demande des familles, du personnel pénitentiaire. Et je me rappelle du cas d'un homme qui s'était suicidé à sa sortie de détention. On avait filmé cet homme et sa famille nous a demandé à ce qu'il ne soit pas dans le film. Enfin, le consentement, c'est la base de tout. C'est pas anodin de se montrer à visage découvert en tant que détenu, même si c'est des courtes peines, parce qu'ils savent aussi pertinemment qu'en assumant de se montrer, ça va les suivre, en fait. Ça reste dans le temps, un film. Quel type de discussion ça a généré, en fait ? Est-ce qu'ils se sont beaucoup posé la question de l'impact que ça pouvait avoir ? Quelles ont été leurs préoccupations avant d'accepter réellement ? Ça s'est passé très, très différemment à chaque fois. Je crois que la prison, c'est un endroit où il est difficile de rester un homme. Hein. C'est pas facile d'être derrière une porte et que quelqu'un vous ouvre uniquement quand il l'a décidé. C'est pas facile de faire ses besoins devant 2 autres hommes, là où on cuisine juste à côté, de plus avoir de relations sexuelles, de pas pouvoir parler à sa famille. Et quand on est pauvre, c'est pire encore. Hein. C'est vraiment, c'est terrible. Donc je crois que ce qu'ils ont envie de montrer avant tout, c'est pas tant de raconter leur passé ou de ce pourquoi ils sont là, mais de montrer que c'est encore des hommes debout, des hommes qui cuisinent, des hommes qui jouent aux cartes, qui ont encore une joie qui les habite. Enfin, quelque chose qui les transporte et qui fait qu'ils sont debout, en fait. Ce que je trouve extraordinaire dans votre expérience, c'est qu'en tout cas, vous avez pu avoir la flexibilité de la part de la direction pénitentiaire de vraiment naviguer d'un point de vue pratico-pratique en visualisant un peu à quoi ressemble l'univers de la prison. Je me dis, ça veut dire que vous avez pu avoir
souvent l'opportunité de vous organiser régulièrement au fur et à mesure des improvisations, enfin des rencontres improvisées. Tous les jours, toute la journée, mais ça veut tout dire, s'improvisait. Est-ce qu'il y avait une personne du personnel pénitentiaire régulièrement à côté de vous pour vous ouvrir les portes et être un peu votre, passe-partout ? Effectivement, on avait un agent pénitentiaire qui nous servait pour nous aider à circuler de facilitateur, qui éventuellement aussi était là du point de vue de la pénitentiaire pour assurer la sécurité, ce qui est normal. Mais on n'avait pas, quand vous tournez dans une entreprise multinationale, un cabinet de com derrière qui nous surveillait pour nous dire ce qu'il fallait tourner ou ce qu'il ne fallait pas tourner, ou nous soustraire à la possibilité de rencontrer quelqu'un ou pas quelqu'un. Cette question, dans ce tournage-là précisément, ne s'est pas posée. Ça aurait pu se passer très différemment au Baumettes avec une autre direction. Voilà. Là, la directrice de la prison, qui s'appelait Madame Rotac, qui est plus directrice des Baumettes maintenant, qui est ailleurs, nous a absolument, après le repérage, fait confiance, et elle a franchement ouvert les portes de la prison comme rarement, comme personne, et on a pu vraiment travailler dans des règles de liberté et d'éthique professionnelle quasi parfaites. Il ne faut quand même pas oublier qu'on avait d'ailleurs, dans l'accord qu'on a passé avec le ministère et la prison elle-même, il n'y avait pas de contrôle de l'institution qui nous obligeait à montrer le film à l'institution avant diffusion du film. Nous, on l'a fait parce qu'on considérait que ce n'était pas un problème, qu'on pouvait montrer qu'on n'était pas sur un terrain d'un film d'enquête qui essayait de regarder du côté de je ne sais quelle malversation, de je ne sais quel abus de pouvoir. Ça existe dans la prison, les violences des surveillants, les violences des détenus aussi d'ailleurs. L'institution pénitentiaire est un système, par définition, dans lequel il y a de la violence, et la violence peut surgir de toutes parts. C'était pas là notre sujet. C'est l'ensemble de la démarche qui a payé et qui a permis de faire ce film avec une grande liberté et une grande transparence à l'intérieur. Entre avant rentrer dans une prison, y être en tant qu'observateur pour un but précis, et maintenant que le film est terminé et qu'il a un peu fait sa vie, quelle évolution d'idées t'as pu avoir ? Quelle a été ton opinion sur le système carcéral, de manière générale ? On était sûr que des dispositifs tels que les commissions d'application des peines, la réforme pénale de 2014 allaient changer plein de choses en matière de délinquance, de récidive. On était sûr qu'il y avait des formules magiques qui devaient exister et puis qui pouvaient juguler la délinquance. Et en fait, non. Parce que tant qu'il n'y a pas de volonté politique affirmée pour changer les conditions économique et apporter une économie réelle pour remplacer l'économie de la drogue dans ces quartiers où il ne se passe plus rien, ça ne changera pas en fait. Il n'y a pas de dispositifs magiques qui pourront changer ça, le fait que ces quartiers vivent totalement à l'écart de nous. Les quartiers périphériques de Marseille sont surreprésentés en prison. La population d'origine immigrée est surreprésentée en prison. Les étrangers sont surreprésentés en prison. On doit forcément s'interroger en fait. Mais toutefois, on pensait qu'il y avait des dispositifs qui permettaient de faire changer des destins de délinquance, le concept de la résilience, etc. Et en fait, on l'a peu rencontré. En fait, on voyait vraiment un va-et-vient permanent de gens qui rentraient et sortaient de cette matrice qui était devenue la prison, et c'était finalement devenu le repère le plus constant en fait. Et quand ça devient pour des jeunes le repère le plus constant qu'ils ont, voilà, c'est inquiétant quoi. Et ça, je m'attendais pas à ça, je pense. J'étais ignare sur la question de l'enfermement. Bien sûr, avant le film, j'avais lu un peu sur la prison, j'avais lu Foucault, mais ça suffit pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. La manière dont ça a tordu ma vision de l'enfermement, c'est que j'ai vraiment pris conscience en étant à l'intérieur de la maison d'arrêt, en filmant, à quel point le système pénitentiaire français peut être archaïque. Et j'irai plus loin que ça. C'est pas tant le système pénitentiaire lui-même qui est archaïque. C'est la pensée politique qui est proposée par nos élus qui est archaïque. C'est-à-dire qu'en France, on a un mal de chien à faire évoluer la question de l'enfermement et la question de la peine. Je trouve ça dément. Je pense vraiment que c'est ni la faute des magistrats, ni la faute vraiment directement de la population française. Je pense qu'il y a une responsabilité de la classe politique française depuis des décennies qui
utilise la question sécuritaire et la question d'enfermement comme un argument marketing au moment des élections. Je trouve que c'est ignoble. En France, on est là, on est à peine au balbutiement des premiers essais de tentatives de justice un peu plus progressistes. Il suffit de prendre exemple sur d'autres pays tout à fait comparables aux nôtres et de faire la même chose que ce qu'ils ont mis en place depuis des décennies déjà et qui fonctionne très très bien pour éviter la peine, pour éviter l'incarcération et pour éventuellement réparer les gens des problématiques des engrenages de la délinquance. Voilà. La deuxième chose, c'est que je ne m'attendais pas, en rentrant dans une prison, à voir autant d'humanité, dans tous les sens du terme. Je ne m'imaginais pas que quand on est enfermé dans des lieux d'enfermement dont l'objet est la privation d'une partie de votre humanité, parce qu'il s'agit de ça quand même, quand on vous prive de liberté, on vous prive d'une partie importante de votre humanité. Je n'imaginais pas à quel point l'humanité pouvait ressurgir par tous les interstices comme ça, de manière comme des bonnes mauvaises herbes. Tu vois, dans la manière dont les jeunes là incarcérés s'arrangent, se débrouillent entre eux pour se filer du tabac ou du shit, la manière dont même à l'intérieur du système, vous avez des surveillants qui vont un tout petit peu contourner entre guillemets le script de l'institution pour trouver des solutions, pour éviter les montées en puissance de l'énervement, pour rendre un micro-truc du quotidien un peu plus supportable, etc., etc. Au fond, le film, c'est ça. Ce film, au fond, ce qu'il dit, c'est ce qu'il raconte. Essentiellement, c'est ça. Il y a un seul endroit où on n'est pas allé, c'est la cour de promenade. On la filme, mais à travers les barreaux. C'est un autre monde, en fait. Les surveillants n'y vont pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il peut y avoir des meurtres. Quand on filme lors d'un tournage, on arrive au moment où il y a eu un meurtre dans la cour de promenade. La mise à mort de quelqu'un a duré plus d'une vingtaine de minutes. Et le mec est mort parce qu'il n'a pas été protégé à temps. Parce que c'est tellement violent, et on n'est pas en sécurité dans une prison. Il y a plein de moments qui ont l'air très conviviaux dans la coursive. C'est un endroit où on peut mourir pour 50 grammes de shit ou pour un paquet de clopes. C'est un monde qui est extrêmement dur, hyper violent. Et ça, je ne le savais pas à ce point-là. Juste pour que les gens y comprennent, le personnel pénitentiaire ne rentre pas en promenade. Cette personne a mis 20 minutes à décéder. Mmh. Pendant ces 20 minutes, est-ce que c'est le temps qu'on appelle quelqu'un qui pourrait éventuellement intervenir ? Oui. Okay. Oui, ça a pris ce temps-là. Mais disons que physiquement, dans la cour de promenade, il n'y a pas de surveillant. C'est impossible. C'est impossible qu'il y en ait. C'est regrettable, certainement, hein, mais il faut aussi un temps sans eux. Mais par contre, c'est vraiment l'endroit de tous les dangers. Pour ceux qui sont les plus faibles, les plus fous, les plus fragiles, parce que ce détenu il était schizophrène, je crois. Et un mot puis un autre, mal compris évidemment, et il a été battu à mort. Il est mort quelque temps après avoir été secouru dans la cour, mais c'était trop tard. On avait des gens qui étaient soit des gens qui étaient là en maison d'arrêt pour pas très longtemps, soit des gens qui étaient là comme dans une gare de triage, parce que la maison d'arrêt c'est une gare de triage, qui attendaient de trouver une place en centrale, parce qu'en France on peut avoir de la surpopulation en maison d'arrêt, parfois on peut rester plusieurs années en maison d'arrêt dans des cellules à 3 personnes, mais par contre le système pénitentiaire n'accepte pas de surpopulation dans les centrales. Donc la maison d'arrêt sert de gare de triage et de gare de stockage, on stocke. C'est pour ça que, même pour les détenus, la maison d'arrêt c'est le moment carcéral le plus difficile et le plus violent en fait, pour eux. Parce que les conditions de vie sont bien pires encore qu'en centrale. Même si en centrale, on est parti pour longtemps. Mais en centrale, vous avez éventuellement du travail, vous avez éventuellement les clés de votre cellule, vous circulez plus librement, à l'intérieur de la prison, vous avez des horaires réglés de sortie, de machin, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas en maison d'arrêt. En maison d'arrêt, pour sortir de votre cellule, il faut réussir à appeler un gardien. Il n'y a pas de téléphone ou de système pour appeler les gardiens. Il faut mettre une petite fiche sur un papier déchiré que vous glissez dans l'interstice de votre porte pour que, comme ça fait un petit drapeau dans l'interstice de la porte, dans le couloir, pour qu'au moment où un gardien éventuellement passe, il voit que vous essayez de dire quelque chose, il va tirer ce petit bout de papier déchiré parce que vous avez mal au ventre et vous demandez d'aller en urgence à l'infirmerie. C'est comme ça que ça se passe. On est dans un truc extraordinairement archaïque et je veux dire, c'est un autre siècle. Et donc c'est des conditions de vie
hyper dure, hyper violente de la part de l'institution, pour le coup. Est-ce que c'est un film que tu aurais voulu faire seul ou que lui aurait voulu faire seul? En fait, qu'est-ce que vous a apporté la co-réalisation? Je pense qu'on a des rôles très différents. J'ai presque envie de me dire qu'on n'aurait peut-être pas pu le faire l'un ou l'autre de notre côté, en fait. On a eu des rôles différents, mais assez complémentaires. Le consentement, c'est vraiment la base de notre métier. Sans consentement, sans adhésion, sans désir de l'autre à se raconter et à se faire filmer, il n'y a pas de film. Donc, moi, si j'avais été toute seule et s'il n'y avait pas eu Jean-Robert pour faire en plus ces images qui sont magnifiques, c'est un chef opérateur extraordinaire. Et puis, si j'avais pas été là pour parler avec tous ces gens et les préparer à ce qu'on vienne, ça aurait été incomplet, je pense. Je pense qu'on aime autant faire des films de notre côté que ensemble, et on se retrouve sur des terrains comme ça où on va observer l'autre en fait. En tant que co-réalisateur, Jean-Robert, toi, un homme, une femme, est-ce que ça a pu avoir des avantages d'avoir justement les deux genres? Ouais. Et de quelle façon ça s'est manifesté justement? Ouais, moi je pense que la mixité, et d'autant plus en prison, la mixité apaise quoi. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui bossent en prison. C'est normal de vivre dans un monde qui est mixte. Et les femmes détenues n'y ont pas droit. Le personnel pénitentiaire est uniquement féminin avec les femmes. Et c'est dur pour elles. Elle nous le disait. Et là, oui, Jean-Robert était très attendu pendant ces tournages. Non, je dis ça en plaisantant. Mais je pense que ça a des avantages de travailler en mixité. Moi, ça m'a posé aucun problème d'être une femme réalisatrice en prison. Ce qui est confortable, c'est d'être un peu plus âgée, peut-être. Peut-être que j'aurais pas eu du tout la même assurance à 22 ans qu'à l'âge où je l'ai fait. Mais en tout cas, d'être une femme me pose aucun problème, au contraire. Il y a des rapports de séduction qui se mettent en place? Pas du tout. Parce que j'y réfléchis aussi beaucoup. Parce que je suis pas là-dedans. Dans ma façon de tourner, je suis rarement dans la séduction. Et puis, peut-être que c'est idiot, je sais pas, mais à Marseille, les garçons sont plutôt gentlemen, en fait. En tout cas, c'est ce que je me dis. Venant de la banlieue parisienne où j'étais, je trouve plus de politesse, de bienveillance de la part des hommes marseillais qu'en banlieue parisienne où je pense avoir eu plus de soucis qu'ici. J'ai eu aucun problème en prison, vraiment. Moi, la question que je me pose d'un point de vue stratégique, c'est que souvent on m'a dit... Tu vois, dans les formations que j'ai pu faire, genre si tu fais de la coréale, ça peut être, s'il y en a un qui débute, d'être avec quelqu'un de plus expérimenté, etc. Mais la conséquence d'être à deux fait que souvent le salaire de réalisation se divise à deux. Dans quelle mesure ça vous impacte? Est-ce qu'il y a une pensée pour ça? C'est la question de quand on co-réalise à deux, est-ce que c'est suffisant pour survivre? C'est une très bonne question. Et ça dépend très simplement du budget du film. On ne sait pas toujours quand on commence un film si tout l'argent qui est prévu, qu'on espère avoir, est réuni. Donc c'est ça, c'est un peu jonglé. On a l'impression que le producteur, parce qu'il est producteur, il a plein de fric. Bon, c'est pas du tout toujours vrai. Il y en a. Il y a des productions qui ont des gros moyens. Souvent, c'est des productions qui font aussi de la fiction, avec des films qui sont éventuellement des films commerciaux, grand public. Ça peut être bien, populaire, etc. Mais sinon, je veux dire, le producteur, il n'a pas d'argent vraiment à investir comme ça dans un film. Il est obligé d'aller le chercher, le financement. Et c'est un travail compliqué. Donc, sur les films correctement financés, effectivement, on peut co-réaliser et s'y retrouver à peu près correctement sur le forfait, on va dire, qui va être alloué à la réalisation, sachant que, en plus, moi, je tourne moi-même. Il ne va pas y avoir de salaire de chef-op, ça va être dans la réalisation. Donc, à deux, c'est possible parce qu'il y a une économie pour le producteur liée à ça qui est importante. Parfois, avec Alice, sur certains films, sur certaines choses qu'on a fait ensemble, on voulait avoir beaucoup plus de temps de tournage. Donc on s'est débrouillé pour que moi je gère la technique entièrement, image et son, sur certaines journées de tournage ou sur certaines semaines.
Alors c'est pas le cas sur des hommes, mais parce que sur ce film de prison, c'était trop compliqué le son, je pouvais pas gérer et la caméra et le son et les rapports avec les personnages tout seul. Mais sur d'autres choses qu'on a fait avec Alice, il m'arrive parfois de dire à Alice ou de dire à d'autres gens, aux producteurs, là je vais faire l'image et le son parce que je préfère rester 10 jours en tournage aux États-Unis que d'emmener un ingé son parce que j'ai absolument besoin de ces 10 jours pour tourner. Donc voilà, c'est des arbitrages qu'on fait comme ça, chacun en fonction des films. Sur un film pauvre, sur un film qui est mal financé, qui n'a pas beaucoup de budget, qui est financé avec une petite chaîne locale, en étant co-réalisateur, c'est très compliqué. Mais c'est mécanique, c'est comme ça, quoi. Soit le producteur a un gros fond de roulement, etc. Et encore. C'est rare qu'il y ait un vrai fondement chez les producteurs documentaires important qui lui permettrait d'investir l'argent même à perte comme ça. Si jamais vous vous dites « Oh mais c'est pas grave, moi je veux que le producteur paye, absolument, qu'il paye, parce que franchement c'est dégueulasse, il faut que je sois payé correctement. » Très bien, ça c'est normal d'être payé correctement. La question qui se pose, c'est est-ce que du coup l'argent est pris sur un autre film, d'une autre réalisatrice ou d'un autre réalisateur ? Et comment les arbitrages se font, voilà. Donc c'est important d'avoir, en tant que réalisatrice et réalisateur, et c'est un de nos rôles, d'avoir une vision correcte de l'économie du film, et de se dire qu'il est possible. Et avant, quand on commence un projet, quand on l'écrit, quand on a une idée, etc., il est important, on n'a pas forcément la réponse tout de suite, mais de se poser la question, est-ce que c'est un film qui peut trouver un budget correct ? Et parce que là, j'ai envie qu'on co-réalise tous les deux, etc. Et si jamais c'est comme ça, il est bienvenu, quand on co-réalise, éventuellement que les co-réalisatrices et les co-réalisateurs aient des compétences techniques qui permettent de construire une petite équipe qui reste une équipe de documentaires, on va dire, raisonnable, 2, 3, 4 personnes maximum, mais si possible 2, 3 personnes, de manière à ce que ce soit possible de co-réaliser, parce qu'une partie des travaux techniques vont être pris en charge par la réalisatrice ou le réalisateur sur son temps de travail global, sur son forfait global. Voilà. On est dans l'économie du documentaire, on n'est pas dans des économies de gros films commerciaux, quoi. Il faut être à la fois des doux rêveurs et à la fois il faut être un peu pragmatique, sinon on va vite se rendre compte que c'est compliqué de réaliser des films et d'en vivre. Est-ce que tu te souviens de ta rémunération sur ce projet-là ? Franchement, comme il y a eu justement une rallonge de rémunération, je me souviens plus, je dirais que c'est entre 50 et 60 000 euros. Pour sur l'ensemble du travail. Okay. Donc voilà, ça représente une somme quand même, parce que ça veut dire que le post-réalisation, on est deux. C'est plus de 100 000 euros sur le film. Voilà, tout de suite on voit que oui, ça pèse dans le budget, quoi. Tu te souviens du budget du film pour des hommes ? Je pense que c'était aux alentours de 450 000 euros, je pense, à peu près. J'ai pas le montant exact là, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. T'as quel regard parce que 450 000, ça me paraît... Beaucoup. Ça me paraît plus que beaucoup de documentaires en télé pour un film qui est à huis clos. C'est peut-être non, c'est peut-être pas 450 parce qu'il y avait Partez cinéma. Ah oui. Peut-être que c'est 390. Peut-être que c'est 390 qu'il y a eu. On a eu le guichet le plus important, qui est l'avance sur recette, qui est extrêmement difficile à avoir, extrêmement sélectif. Sans ce guichet-là, c'était une catastrophe. T'as quelle opinion sur le budget ? Ça te paraît beaucoup, pas beaucoup, au vu de ce que ça représente ou au vu de tes expériences précédentes ? Ça me paraît normal pour produire un film de cette ampleur-là, mais ça me paraît beaucoup par rapport à plein de films qui sont mal financés. On a eu de la chance d'être financé comme ça. Pour un travail de 2-3 ans, où il y a 2 personnes quasiment à temps complet, plus la production, plus tous les techniciens qui vont intervenir, montage son, montage image, confo, enfin machin, etc., les assistants de production, tous les gens qui vont travailler étalés sur le temps, ça et là. Je veux dire, c'est pas des sommes délirantes non plus. Donc ce qui serait bien, c'est que l'ensemble des documentaires soient financés à hauteur de ce que ça coûte. Enfin, c'est pas des films qui font des bénéfices derrière et qui font des gros fonds de roulement pour les productions, etc. L'essentiel de l'argent est dépensé dans le film, dans les salaires de production, dans les salaires de techniciens, dans les salaires en réalisation, dans les voyages quand il y a des voyages, etc., etc. Enfin, tous les films que je fais sont des films qui sont généralement, j'arrive à être assez bien financé, mais tous les films que je fais, l'argent est dépensé dans le film, quoi. Les choix financiers, c'est des choix artistiques. C'est très important de connaître le budget global d'un film, parce qu'on va ensuite pouvoir participer à des choix financiers. Est-ce qu'on loue des caméras ? Est-ce qu'on engage un deuxième chef-op ? Tout ça, c'est des choix artistiques en fait. Et quand on est au fait du budget, quand le budget est fait en transparence, quand il est dit, quand on sait de combien on dispose, on peut aussi se dire, tiens, j'aimerais bien avoir une deuxième caméra, avoir un assistant,
Participer au choix financier d'un film, c'est important pour le réalisateur et pour ça, on doit connaître le budget global du film, tout simplement. Est-ce qu'avant tournage, vous avez déjà toute la somme réunie, ou vous savez déjà... Non. Ça se passe comment? C'est genre en chaque étape d'écriture, de tournage, de post-prod, où tu dis on va essayer de choper ça. Généralement, souvent, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est quand un producteur a sécurisé, on va dire, entre la moitié et 2/3 du budget, on est en droit de se dire que le financement, il va se boucler, que le reste des sommes, on va les trouver quand on en est là, qu'on peut rentrer en production. Parfois, les producteurs se disent, à la moitié de la somme, se disent on y va, quoi. Ce qui fait qu'en fait, en débutant, tu sais pas combien tu vas toucher à la fin. Bah si, théoriquement, tu sais, toi, en tant que réalisateur ou réalisatrice, quel est ton forfait. Quand on lance un film comme ça, et qui va être, par exemple, financé que à la moitié, au début, tu vas avoir un deal au forfait avec ton producteur ou ta productrice, qui te convient avec une clause qui dit, si on acquiert sur le projet de nouveaux financements, etc., que à ce moment-là, le forfait sera renégocié. C'est pas l'idéal, hein. Comme solution, l'idéal, c'est de se dire, j'ai 2 ans de travail devant moi sur ce film, le forfait sur 2 ans de travail qui me paraît convenable, c'est 50 000 €, ou c'est 30% du budget. Voilà. C'est une immense question, parce qu'il y en a qui disent que dans les circuits professionnels, qu'il faudrait qu'il y ait des salaires minimums pour les réalisatrices et réalisateurs. Il y en a d'autres qui disent que, grosso modo, il faut faire une estimation du temps de travail du film à l'avance et réussir à corréler, ce qui paraît très logique, le temps de travail effectif avec le forfait. Ça, c'est jamais vraiment possible. En réalité, si on commence à faire corréler le temps de travail d'un réalisateur ou d'une réalisatrice sur un documentaire, qu'aucun film se financerait. Voilà. Et il y en a qui disent il faudrait quand même que ce soit pensé au pourcentage du budget. Mais au pourcentage du budget, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le film est pauvre, le pourcentage, 10% du budget du film, ça donne quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire des films qui vont travailler 1 an sur un film pour 5 000 € ou pour 8 000 €. Donc c'est extraordinairement compliqué. Donc il faut réussir à réfléchir avec son producteur ou sa productrice. Il faut essayer soi-même d'aller vers des situations idéales avec nos interlocuteurs. Un producteur ou une productrice n'est pas un ennemi ou une ennemie. C'est des gens avec qui on doit travailler ensemble. Parce que l'objectif, quand même, pour tout le monde, si tout le monde est embarqué dans un film, c'est que le film se fasse sans que le producteur gagne des sommes indécentes, marge de 25% sur le film, et que les réalisateurs et les réalisatrices soient la dernière roue du carrosse alors qu'ils bossent comme des fous, sous prétexte que c'est leur film, qu'ils ont envie de le faire, que ceux qui ont amené le projet, ils peuvent quasi travailler gratuitement. Non, ça c'est pas possible. Un film, c'est une aventure. Il faut construire quelque chose de solide. Il faut qu'il y ait de l'amour ou de l'amitié. Il faut qu'on ait envie d'être ensemble. C'est à plusieurs. Il faut qu'on ait envie d'être ensemble pour le faire. Pour moi, tous les films sont une aventure. Ça me prend 2 à 3 ans de ma vie à chaque fois, au minimum, un film. Et je n'en fais qu'un à la fois à chaque fois. J'ai envie que le moment, ces 2-3 ans de vie, ça passe vite, l'existence, ce soit une aventure qui charrie ses difficultés, ses complexités, mais en même temps que ce soit une aventure, en tout cas collective, avec l'équipe, le producteur, la productrice, que ce soit une belle et bonne aventure agréable qu'on vit ensemble. Et quand on a des moments de difficulté, qu'on ne trouve pas son film, qu'on se perd un peu, qu'on se sente soutenu, etc. Voilà. Derrière le film lui-même, il y a toute une histoire de vie, d'existence, de partage, d'engueulade parfois, etc. C'est tout ça aussi un film, et ça c'est les coulisses. En termes de process de post-production, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais partager? Qui est la monteuse de ce film-là, Catherine Catella, qui est une superbe monteuse, une superbe réalisatrice aussi. Donc ça c'est super. Et puis on a une matière qui est extraordinaire. Et on en a trop de la matière. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un montage douloureux où il faut se démerder pour réussir à faire tenir une séquence parce qu'on n'a pas exactement la matière qu'il faut dans cette séquence pour qu'elle tienne. Le film est très bien maîtrisé au tournage. Et on n'a pas énormément d'heures de rush, hein. On a moins de 50 heures. C'est pas beaucoup. Tout ce que les gens ont à dire, c'est une expérience qui nous sort, nous, individus, spectateurs, qui sort de notre réalité à nous, de notre quotidien à nous, etc. Donc, c'est vraiment très surprenant. On cherche à garder ce qui marche, en fait. Et ce qui marche, c'est les scènes qu'on a filmées où on ne s'est pas ennuyé. Je crois que moi, mon ennui, c'est un des plus gros curseurs, en fait. À savoir si ce que je tourne est chouette ou pas. Est-ce que je me fais chier ou non pendant que je filme? C'est distinct des moments où je suis gênée et où je vais pousser parfois cette gêne-là. Quand on filme quelqu'un
Derrière des barreaux, c'est gênant. On est dans une position gênante. Mais on vous force à être gêné aussi. On vous force à vous dire, regarder des hommes à travers des barreaux comme ça, c'est dangereux en fait. C'est dangereux et on va vous conduire dans un endroit assez inconfortable de vous-même, où vous allez vous interroger sur votre position en fait, d'homme libre, de femme libre, à regarder des hommes qui sont enfermés comme des animaux dans une cage et qui finissent par avoir des comportements d'animaux. Quel regard j'ai ? Est-ce que c'est du voyeurisme ? Où j'en suis en fait ? Et ceux qui ont regardé ce film étaient libres. Je pense qu'on a passé un peu moins de 14 semaines sur le montage. C'est pas énorme sur un film de cinéma. Mais pour moi, pour un 90 minutes, c'est ce qu'il faut. C'est la base de ma négociation avec un producteur, par contre, c'est 14 semaines de montage. Voilà. Tous les films que j'ai vus qui ont pris soin de mettre un temps de montage suffisant, sur tous ces films-là, ça a énormément payé. Voilà. On commence à monter, on monte, puis à un moment donné, on est pressé parce qu'on n'a que 11 semaines, 14 semaines, 10 semaines, 8 semaines, 5 semaines parfois, etc., sur des films, sur des 52, etc. Et on se rend compte qu'on commence à trouver le film, et quand on commence à le trouver, on voit qu'il arrive en montage, qu'il vient, que le film commence à être là, etc., on lui dit, maintenant vous vous arrêtez, ça suffit. Vous arrêtez là, bon c'est bon, le film est là, on le comprend, etc. Et là, ça fait un film qui est pas mal, mais ça peut faire du coup un petit film, quoi. 2 semaines, 3 semaines de plus, 4 semaines de plus, sur le même objet cinématographique, pouf, le film peut complètement décoller dans autre chose, quoi. Juste avec quelques semaines de plus de montage. Donc le montage, c'est vraiment le cœur de... Enfin, il y a plusieurs cœurs de réacteurs dans un film, etc., mais c'est vraiment le truc où il ne faut pas être avare sur le montage, quoi, sur le temps de montage. C'est vraiment très important. La fin du montage et tout ça, c'est l'histoire d'un lâcher-prise. Le film, il y a un moment où il faut décider qu'il ne t'appartient plus. Et que maintenant, il faut que ça s'arrête parce qu'il faut livrer ce film à un public. Il faut le rendre. Et puis moi, je le place sur le plan politique. C'est de l'argent public, les films qu'on fait. C'est pas ton objet de création personnelle et ton petit regard sur toi-même qui te fait te trouver une place dans la société en te disant j'ai fait un film, je suis un réalisateur ou une réalisatrice et j'existe comme ça et je suis super, regarde-moi et regarde ce que je suis capable de faire même s'il n'est pas beaucoup vu. Mais tu vois la posture, etc., etc. À un moment donné, un film, c'est de l'argent public, quasiment à 100%, les films qu'on fait, les documentaires. Et ben, il faut que l'argent public retourne à son propriétaire, entre guillemets, c'est-à-dire tout le monde, et le film, il faut s'en détacher, et ça n'est plus nous, ce n'est plus notre histoire, c'est fini. Et c'est la seule manière de passer bien à un autre film ensuite. Ce que je trouve génial dans la différence de la diffusion télé, c'est que le cinéma, comme tu l'as dit, souvent c'est l'occasion d'avoir un débat direct avec les gens, là où en télé, c'est des téléspectateurs qui vont jamais rarement rencontrer l'équipe de tournage. Là, t'as en direct à chaud les émotions des gens. C'est ça. Comment ces gens-là ont réagi ? Comment a été accueilli votre film ? Je crois que la plupart d'entre eux, ils savaient pas que c'était comme ça une prison, en fait. Et je crois que il y en a beaucoup qui hallucinent, en fait, tout simplement, quoi. Et qui ont des questions à poser sur comment c'est à l'intérieur. Enfin, on leur montre comment c'est, ils le vivent, ils sortent d'une expérience qui les a éprouvés. Ils ont besoin d'en parler après, de se demander est-ce que c'est une bonne idée d'enfermer des gens comme ça ? Est-ce que ça marche ? Ils sont convaincus que non. Mais nous, on leur a pas dit, on n'a pas mis des commentaires ou une voix off pour leur dire quoi penser, mais c'est un film politique qui est là pour qu'on s'interroge. Et c'est ce que ça fait à la fin de chacune de ces projections, c'est que les gens s'interrogent, en fait, sur le système carcéral, sur le système pénal qu'on vit, sur ce système politique où il est absolument pas possible de reposer la question de la peine, en fait. Elle est carcérale, point. Et moi, je suis contente de sentir dans les débats que les gens ont une pensée. Ils découvrent, en fait, que la prison, non, c'est pas c'est pas ce qu'on leur avait raconté. Mais même pour des jeunes délinquants, quand on leur a montré le film, c'est aussi, dans ce film-là, on raconte ce que disent pas leurs copains de la prison. Et que c'est peut-être pas forcément un passage obligé, en fait, pour devenir adulte.
C'est pas marrant la prison. Que ce soit des futurs directeurs d'établissements pénitentiaires, parce que ça a pu rentrer dans des modules de formation, à des juges, à des avocats ou à des jeunes qui sont sous main de la PJJ parce qu'ils sont délinquants, ça a été un public extrêmement varié en fait, qui chacun a quelque chose à dire, à penser, à mûrir de ça. Et c'est pas parce qu'on a fait un film extraordinaire ou quoi, c'est juste qu'on a montré un endroit qui a priori était inaccessible. Et quand même, c'est pour ça aussi que j'aime faire du documentaire, c'est pour aller là où je suis pas forcément la bienvenue, mais dans des lieux qui sont signifiants, qui parlent de nous en fait. Moi, c'est un film qui a été super bien reçu. C'est un film qui a été donc sélectionné dans une sélection cannoise qui s'appelle l'Acide, qui est, on va dire, la sélection la plus film d'auteur. Bon, ça se discute, mais oui, la plus film d'auteur, ce qui va chercher des films, qui fait une programmation à Cannes de films qu'on n'attend pas forcément à Cannes, justement, qui essaye de proposer un cinéma très créatif, très exigeant, ou du documentaire, par exemple sur des questions sociales comme celui-là, etc., et qui va faire une programmation comme ça de 9 films à Cannes chaque année, et qui ensuite va travailler à ce que le film, justement, soit diffusé sur tout le territoire français. Il est estampillé Cannes. C'est très bon point, c'est très bien pour un film. Les Hommes est sorti au mois de février, mi-février à peu près 2020. Donc il est sorti 3 semaines en salle. Il y a eu le confinement qui est arrivé, premier confinement là, dont tous les cinémas ont fermé. Et après, comme le confinement a duré plusieurs semaines, mois, et puis il y a un deuxième confinement, et les cinémas entre-temps n'ont pas réouvert, eux. Donc tout ce qui était prévu comme diffusion, comme tout le programme de diffusion, etc., a été complètement chamboulé pour des Hommes. Le distributeur a décidé de le mettre accessible en VOD. Sur une plateforme. Il n'a pas repris après les confinements le parcours qu'il aurait dû faire. Voilà, ensuite, y a des moments où financièrement, là, vraiment, ce qui n'est pas facile, et ce que j'aimerais qu'il puisse changer, c'est qu'un documentaire au cinéma, il faut l'accompagner, il faut débattre. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on fait des films documentaires aussi, c'est pour donner des outils, pour penser notre société, pour débattre ensemble, pour changer des opinions parfois, pourquoi pas, pour se confronter à celles des autres, pour amener aussi le documentaire là où on n'a pas l'habitude qu'il soit. Voilà, on l'a montré à des jeunes sous main de justice, on l'a montré à la prison des Baumettes, on l'a montré dans des salles de cinéma en province, des toutes petites salles de village. Et c'est parce qu'on y est venu que les gens venaient. C'est parce qu'il y a la présence d'un réalisateur, sinon un documentaire, on ne va pas le voir au cinéma. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est du bénévolat. Et tout ça, les gens, tout le monde, pense que, après tout, c'est notre passion et que du coup, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Et c'est là qu'on perd notre statut. C'est là qu'on se précarise vraiment. Parce que moi, je sais pas, j'ai dû faire combien de représentations ? Près d'une centaine. Et c'est pas payé, quoi. On doit se déplacer, on a un jour pour y aller, on dort sur place, souvent chez des bénévoles, on revient le lendemain, enfin bref, on a claqué 2 jours et on n'est pas payé. Et on doit gérer notre famille aussi, l'absence, etc. Et là, au moins ça, il faudrait que ça change. Si on veut que le documentaire ait sa place au cinéma, il faut pouvoir l'accompagner au cinéma et rémunérer les réalisateurs qui accompagnent ces films. Tu te souviens du nombre d'entrées ? Le nombre d'entrées, je pense que c'est près de 20 000 entrées dans les 3 semaines de diffusion. Et en off, justement, on évoquait le nombre moyen de nombre d'entrées pour un documentaire. Quel est ton... Alors, j'ai pas les chiffres exacts statistiques, mais je veux dire, c'est 20 000 entrées, c'est considéré par les gens qui sortent des films au cinéma documentaires comme, surtout pour 3 semaines, un score très honorable. La majorité des films documentaires font moins de 5 000 entrées, ça c'est sûr. Beaucoup de films de fiction d'auteurs font même eux-mêmes moins de 5 000 entrées, donc il y a beaucoup de films qui font très peu d'entrées. C'est une question qui est soulevée régulièrement par tout le monde, par le CNC, et très récemment par le ministère des Cultures. Est-ce qu'il faut ne plus financer les films qui font moins de 5 000 entrées ? Est-ce qu'on ne se prive pas éventuellement d'une partie de la jeune création qui feront peut-être beaucoup plus d'entrées après, etc. C'est sûr. Pour des Hommes, c'est un film qui a reçu des super critiques. On peut considérer qu'il a eu une belle vie et qui continue à avoir une vie, parce que des films comme ça sur la prison, il n'y en a pas beaucoup.
Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Audio et Jean-Robert Vialet pour cette rencontre. Des Hommes a été diffusé en salle de cinéma et continue sa vie en projection ponctuelle en fonction des demandes. Si vous souhaitez le visionner, il est disponible en VOD. On se retrouve au prochain épisode pour une chronique portrait sur le parcours professionnel d'Alice Audio, la co-réalisatrice de ce film. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. S'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez me partager, sentez-vous libre de m'écrire en commentaire sur Instagram ou Facebook. Je répondrai à tous vos messages et je ferai de mon mieux pour créer un nouvel épisode. C'est un podcast réalisé et produit par mes soins, avec une composition musicale réalisée par Claire-Sophie Dagnon, avec Vera et Léon au violoncelle, et une illustration d'Hugo Merel. À bientôt!